Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait très plaisir, ça nous fait très plaisir d'accueillir Caroline Lebranchu aujourd'hui dans le cadre de ces rencontres de l'Institut des entreprises familiales de l'ESCA. Celles et ceux qui suivent un petit peu ces rencontres savent que nous avons eu Monsieur Jaouen, anciennement de Lactalis et qui travaille désormais un peu pour le groupe Le Duf, Monsieur Paul Blanc des chantiers mondiaux, Beneteau Janot, Monsieur aussi Monsieur Prunier de l'entreprise familiale Prunier. Et puis, je déflore un peu le sujet. Prochainement, nous aurons Clémence Mellerio-Jacques de la 15e génération de cette entreprise familiale. Il y a plein de belles choses à venir aussi. Comment dirais-je, Monsieur Asselin, qui travaille dans le domaine du bois, des charpentes, qui a non seulement créé l'Hermione, une réplique de l'Hermione, donc nous aurons tout ça. Mais aujourd'hui, nous avons Caroline Lebranchu. Pourquoi ça me fait plaisir de la recevoir? Je vous dis presque tout, je vous dis tout. C'est aussi grâce à ma femme qui m'a dit, tiens, on est consommateur, on est, presque amoureux de la marque depuis longtemps, donc cette marque, je vous en parle un petit peu, mais c'est pas moi qui vais faire la vente, hein, ni Madame Lebranchu, ça se vend tout seul. Donc quelque part, c'est des produits un peu de plaisir, un peu de semi-luxe, parce que la sardine parfois a une certaine réputation, mais là c'est autre chose. Rentrez, et celles et ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, rentrez dans les magasins et vous vivrez, comme je disais tout à l'heure, vous vivrez je ne suis pas prof de marketing, mais vous vivrez un genre d'expérience marketing par la beauté du concept, du lieu, l'accueil, les petits produits qu'on peut déguster, les noms exotiques, l'emballage. Il y a toute une histoire qu'on nous raconte. Et puis, sans être trop naïf, pour moi, ça marche. Donc, quelque part, oui, ça nous fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir, Caroline. Je vous dis tout aux personnes qui nous écoutent. J'ai fait une liste des questions que j'ai proposées à Caroline. Donc, on est quand même toujours un peu des enfants et on aime qu'on nous raconte une histoire parce que l'histoire de la Belle Illoise est une belle histoire avec un patron fondateur, avec une culture, avec un héritage, des valeurs, un positionnement aussi audacieux. Caroline nous parlera peut-être du nombre d'entreprises qui existaient dans les années 30, 40 et toutes celles qui ont disparu. On veut savoir quel est ce positionnement singulier qui a permis à la Belle Illoise aujourd'hui de rayonner et d'avoir vraiment, je parle comme le prof de stratégie, vraiment un certain avantage concurrentiel. Donc, je vais m'effacer. Hein, je vais m'effacer. Le fonctionnement, c'est que vous pouvez évidemment poser des questions dans l'onglet questions, s'il vous plaît. Madame Lebranchu décidera ou non de s'arrêter quand elle le voudra pour regarder et puis pour interrompre son exposé. Donc voilà, en toute décontraction, faites-vous plaisir également, posez les questions qui vous passent par la tête. Totale liberté à notre oratrice et puis à vous également. Donc ça devrait durer comme d'habitude environ 1h30. Donc je laisse la parole, je m'efface. Madame Lebranchu, à vous, à vous. Bien, merci. Merci de m'avoir invité, de me donner l'occasion de raconter mon histoire, effectivement, l'histoire de notre entreprise. Et bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'ai préparé un déroulé de mon intervention, mon histoire, hein, mais c'est qu'une trame. Donc, j'ai essayé de rentrer un peu dans les questions qui avaient déjà été posées, mais n'hésitez pas à tout moment à poser des questions complémentaires et puis soit je prévois d'en parler un petit peu plus tard, donc je mettrai de côté, soit je m'interromprai pour répondre aux questions. Donc je vais commencer par l'histoire de la Belle-Illoise, ses origines, son développement, parce que je pense que c'est important. On est une entreprise familiale, donc tout part d'un fondateur. Et ce fondateur, c'est mon grand-père qui a créé l'entreprise en 1932. À l'époque, c'est une conserverie de sardines. Et à l'époque, il y en avait à l'époque aussi 160 en France. Dans les années 60, donc 30 ans plus tard, il y a l'émergence de la grande distribution. Et l'objectif de la grande distribution, c'est de donner accès au plus grand nombre, aux consommateurs,
un grand nombre de produits alimentaires à bas prix, enfin à prix plus bas. En fait, avant la grande distribution, n'existait que des épiceries de villages, de quartiers. Et donc là, soudainement, on avait accès à un grand nombre de références. Mais bon, en face, pour pouvoir proposer ce grand nombre de références, il faut du volume et des prix plus bas. Donc les industriels, tous les industriels, et pas que les conserveries de poissons, ont dû fabriquer différemment, à bas coût, et donc ça a eu forcément un impact sur la qualité des produits. Pour nous, pour les conserveurs de sardines, ça veut dire travailler du poisson congelé, ça veut dire mécaniser, ça veut dire se concentrer en termes d'entreprise, ça veut dire peut-être racheter des plus petits pour faire des plus gros. Et donc, effectivement, il y a eu beaucoup de disparitions d'entreprises. Les plus gros ont survécu, puis de nombreux autres ont disparu, sauf quelques villages gaulois comme nous, et je vais raconter pourquoi. Donc, en effet, pour mon grand-père, à cette époque, il n'était pas question de renoncer à quoi que ce soit qui puisse nuire à la qualité de ses produits. C'est-à-dire sous son nom, qu'à l'intérieur d'une boîte, ce soit plus le même produit qualitativement parlant, c'était pas possible. Donc, il a refusé de mécaniser, de congeler. Il a donc continué de fabriquer comme avant. Alors, comme avant, ça veut dire top qualité, mais ça veut dire coût de fabrication élevé, et donc ça veut dire prix de vente élevé. Et donc, ça veut dire pour lui, pas de possibilité de pénétrer ce nouveau marché que sont les GMS. Et donc, finalement, pas de possibilité de pénétrer l'avenir. Parce que c'est un peu comme si aujourd'hui, je disais, bon, le digital, c'est bon, mais moi, j'en veux pas. C'est un peu incongru. Alors, lui, il a fait ce pari fou de ne rien changer. Et il a dit, s'il le faut, j'irai vendre mes conserves sur la plage. Parce qu'au même moment, dans les années 60, alors vous êtes jeune, évidemment, vous ne savez pas, et même moi, je ne sais pas non plus, il n'y avait pas de tourisme et c'était l'émergence du tourisme. Et donc, il s'est dit, j'irai vendre, quand il dit je vais vendre mes conserves sur la plage, c'est-à-dire, je vais vendre mes conserves aux touristes. Et c'est ce qu'il a fait. Il a ouvert un petit espace dans son usine qu'il a dédié à la vente directe aux touristes dans les années 60. Alors, c'est fou, mais en fait, c'était visionnaire, puisque pour notre entreprise, ça veut dire que c'est le début d'une nouvelle histoire. Et finalement, pour nous, c'est notre survie. Parce qu'en effet, des 160 conserveries de l'époque que j'évoquais tout à l'heure, aujourd'hui, sur ceux qui étaient conserveurs de sardines, il n'en reste que 8, dont des très gros, évidemment, comme Sopiquet, voilà, petits navires. Et donc, c'est pour ça que je parlais de village gaulois, nous, on est là, dans ces 8-là. Donc, et on doit notre survie non pas au fait d'être devenu gros ou productif, mais en nous positionnant sur la qualité et en ciblant un marché d'ultra niche, parce que ce marché à l'époque, tout simplement, n'existait pas. Alors, je ne sais pas si dans vos cours, vous êtes familier des concepts de l'océan bleu, océan rouge, océan bleu. Mais en fait, c'est ce qu'il a fait, mon grand-père, sans avoir fait d'études. Il a créé son océan bleu. Alors, l'entreprise, je raconte la belle histoire aujourd'hui, mais elle a failli mourir à plusieurs reprises, parce que ça ne s'est pas fait en un jour. Et le chiffre d'affaires réalisé dans ce petit magasin de vente directe aux touristes qui était émergent dans les années 60 ne représentait rien en chiffre d'affaires au départ. Alors, j'en profite du coup pour faire un petit intermède et pour parler de la personnalité de ce fondateur qui est mon grand-père, de ce qu'il a légué. En fait, Georges Illier, parce que c'était mon grand-père, était un personnage entier. On peut l'imaginer, parce que s'il a décidé de faire tout comme personne, c'est qu'il était entier. Et il était notamment très attaché à des valeurs fortes. Et notamment, ces valeurs, il les tirait du souci qu'il avait de la qualité. Et pourquoi la qualité? Parce que pour lui, la qualité, c'est le respect. C'est le respect des matières premières, de l'environnement dans lequel il se situait, son écosystème. C'est le respect de ses clients, parce que c'est donner accès à ses clients à un produit qui va leur faire du bien, qui va leur procurer du plaisir. C'est le respect de ses collaborateurs, parce qu'en fait, il leur proposait de réaliser un travail bien fait. Il leur proposait d'être fiers de leur travail, en fait, et de, en quelque sorte, remplir une mission, faire un produit de qualité pour des clients qui vont se faire plaisir avec. Et puis, c'est le respect de ses fournisseurs, puisque il souhaitait travailler longtemps avec ses fournisseurs, dans une confiance réciproque. Alors aujourd'hui, ça paraît presque surfait, parce que
je vous parle des années 60 et je vous parle d'environnement, de respect des clients, de plaisir, de fierté des collaborateurs, de respect de ses fournisseurs, de confiance réciproque. Et on se dit, ouais, bon, ça, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est une histoire qu'on raconte aujourd'hui, mais en fait, c'était la réalité pour lui, c'était ses valeurs profondes. Et il s'avère que ce sont nos origines. Il s'avère que c'est notre ADN. Et donc, c'est le début de notre histoire, c'est notre ADN et c'est ce qui coule dans les veines de notre entreprise aujourd'hui. Alors ça, c'est le début de l'histoire, c'est le fondateur et il a planté les graines du deuxième métier que nous avons aujourd'hui, à savoir celui de distributeur. Puisque là, on a vu qu'on était fabricant de conserves. Mais progressivement, en ouvrant ce premier magasin, on a planté les graines de ce métier de retailer. Alors, mon oncle et mon père ont repris l'entreprise en 1972. Ils ont continué l'histoire. Mon père est resté seul à partir de 1996. Et dans les années 90, 1990-2000, mon père a fait de nous un véritable retailer, c'est-à-dire qu'il a défini un positionnement clair pour l'entreprise, une cible de clientèle, un concept, une marque, un univers de marque qui dépasse le produit et qui plonge nos consommateurs dans de l'émotion, du partage, du plaisir du moment passé. Et ça, c'était nouveau, évidemment, pour notre entreprise, notre toute petite entreprise au fin fond de la Bretagne. Alors, quel positionnement? Le positionnement, produit de qualité, je l'ai déjà dit, on n'a jamais renoncé à ça, c'était l'origine de l'entreprise, c'était les racines, les valeurs de mon grand-père, c'était celles de mon oncle, de mon père, ce sont les nôtres aujourd'hui encore. C'est la vente directe aux particuliers. On vend en direct aux clients, à monsieur et madame tout le monde, à vous, à moi, on vend. Et on vend dans nos magasins. Et plus récemment, on vend aussi par correspondance. Aujourd'hui, évidemment, c'est le e-commerce. Ça veut dire que quand on vend en direct dans nos magasins, ce sont nos magasins. C'est aussi une question. Ce ne sont pas des franchises. On a un réseau de magasins intégrés. Donc, et la cible, à l'époque, je parle de mon grand-père, ce sont des touristes, de mon père dans les années 90-2000, c'est une cible de touristes. Mais rappelons-nous que c'était aussi la volonté de mon grand-père de dire dans les années 60, bon, maintenant il y a des touristes, je vais leur vendre mes conserves quasiment sur la plage. Eh bien, on est resté sur ce positionnement, on l'a formalisé. On vend à des touristes qui ont envie de se faire plaisir ou de faire plaisir. Alors, quand je dis on vend, je parle bien des années 2000. Hein. Aujourd'hui, le positionnement a évolué. Et donc, l'objectif, là, c'est de se faire plaisir, ramener un souvenir pour soi-même, pour offrir. Et puis, mon père, toujours, à cette époque, a accéléré le développement de l'entreprise, puisque quand il a repris, lui, seul l'entreprise en 96, il y avait 11 magasins. Et aujourd'hui, en 2011, quand il est parti, il y en avait 50. Et il a aussi, au passage, ouvert. Entre-temps, on avait lancé la vente par correspondance en 1982, mais au départ, c'était vraiment une vente par correspondance, par courrier, etc. Il a ouvert le premier site marchand de la Belle-Îloise en 2007. Voilà. Donc voilà un peu le cheminement jusque après les années 2000. Et puis après, moi, je suis arrivée et j'ai repris, je reviendrai sur mon parcours personnel ensuite, mais moi, j'ai repris à mon tour l'entreprise en 2011. Et j'ai d'abord poursuivi cette stratégie, ce positionnement, vente directe aux particuliers, qualité bien sûr, et un développement basé sur l'ouverture de magasins en bord de mer. Alors plus tard, c'est là où les choses ont commencé à s'infléchir, j'ai apporté, on va dire, une autre ouverture, c'est qu'on a ouvert nos premiers magasins dans les grandes villes de France. Et aujourd'hui, on est présent dans les plus grandes villes de France. Mais cette fois-ci, c'est un autre positionnement. Puisqu'on ne s'adresse plus aux touristes, on s'adresse à une population locale. En fait, en bord de mer, on s'adresse à un flux nombreux de gens qui viennent one shot, quoi, qui viennent une semaine. Et puis, j'ai envie de dire, c'est balle neuve toutes les semaines. En revanche, en ville, il faut que le flux soit suffisamment important puisque c'est le même flux qui est là toujours. Donc lui, il ne va pas venir acheter toutes les semaines à la Belle-Îloise. Donc, il faut que le flux soit suffisamment important. Néanmoins, on vise une fréquence d'achat plus importante également en ville et donc un usage différent de nos produits. On a aussi ouvert en 2012 en Belgique et donc là, on a fait une incartade, on est parti à l'étranger puisqu'on a ouvert sur le même modèle par contre
que celui d'origine, à savoir le bord de mer. Et puis, enfin, on a accéléré clairement sur le e-commerce. Alors, ça, c'est à partir de 2011, quand je suis arrivée. Et puis, plus récemment, on est en 2017, la marque a connu à partir de 2017, on a connu, et notre entreprise, un nouveau tournant. En effet, en 2017, notre stratégie s'essouffle, puisque d'abord, notre positionnement, on l'a vu, hein, et notre développement, on l'a basé sur le bord de mer. Bah oui, mais à force d'ouvrir un bord de mer, bah, on est présent sur tous les bords de mer. Donc, ça veut dire que en France, on est présent en Bretagne, bien sûr, mais au plus bas dans le sud, à Menton, le plus près de l'Italie, en passant par Collioure, on va remonter en Normandie, et puis au plus haut, on est présent jusqu'au Touquet. Donc, on se dit, OK, et c'est quoi la suite? Et puis, la concurrence s'accroît, parce que vous disiez tout à l'heure, Vincent, que on avait peu de concurrents. Néanmoins, on constate aujourd'hui que dans le monde de l'alimentaire en général, on a une montée en gamme. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'aller dans nos magasins, hein, il suffit d'aller au supermarché du coin. Progressivement, on constate partout une montée en gamme dans l'alimentaire. Et puis, il y a un changement fort dans les modes de consommation. Aujourd'hui, tout le monde fait le lien entre l'alimentaire et la santé. On a tous envie de manger plus responsable, de consommer plus responsable. On a tous en même temps envie de se simplifier la vie. On a tous envie de transparence, de savoir qu'est-ce qu'on achète, où ça a été fabriqué, comment ça a été fabriqué. Et enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, on recherche à vivre une expérience quand on va en magasin. Et pas que dans l'alimentaire cette fois. Et donc nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on propose? Comment on se différencie? Alors, on a des atouts. On est une entreprise familiale, on fabrique 100% en France, donc on répond à cette tic Made in France, mais vraiment, puisque tous nos produits sont fabriqués à Quiberon. On a des valeurs fortes, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu. On propose des produits qui sont sains, en tout cas qui s'inscrivent dans une alimentation saine et équilibrée, des produits qui sont responsables, pratiques, conviviaux dans leurs usages. Mais qu'est-ce qu'on veut, nous, puisque j'ai expliqué qu'on avait un peu fait le tour, on arrivait au bout d'une stratégie, qu'est-ce qu'on veut pour le futur? Et donc, à partir de 2017, eh ben, on a rêvé notre futur. On l'a dessiné. Et notre enjeu dans ce nouveau dessin de l'entreprise, eh bien, c'est la pérennité de l'entreprise. Puisque face à la concurrence qui change, qui bouge, les modes de consommation qui bougent, l'enjeu, c'est celui-là, la pérennité de l'entreprise. Et donc, avec sa capacité à innover, à se différencier, à croître, à être attractive pour des nouveaux collaborateurs. Voilà. Et donc, cette réflexion, on l'a menée, ça a pris du temps, puisque c'est qu'en 2019 qu'on a accouché d'une nouvelle raison d'être, d'une mission. On a réécrit nos valeurs. On a, à partir de là, défini une vision pour 2030, défini une stratégie pour 2024, défini un calendrier de croissance, un plan de développement. Bref, on a écrit, dessiné ce que l'on voulait faire de notre entreprise et c'est devenu clair. Et à partir du moment où c'est devenu clair, c'est plus facile d'y arriver. Alors, je vois une question sur comment j'ai envisagé de prendre la relève et de transmettre le flambeau. Alors, j'ai prévu, je vais aller au bout de l'histoire de l'entreprise pour arriver où on en est. J'y arrive. Je vais parler de mon parcours. Donc, effectivement, voilà, je vous ai dessiné un peu l'histoire, comment est-ce qu'on est arrivé là et comment on est arrivé à ce positionnement et à cette stratégie. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Et effectivement, je vais pouvoir vous parler de mon parcours et pourquoi j'en suis là et comment j'ai envisagé de prendre la suite. Alors, j'avais pas du tout imaginé d'être là. Et quand j'étais petite, j'ai envie de dire que ça m'intéressait pas du tout de travailler dans un bureau à la Belle-Îloise. Ça me semblait un peu pas austère, mais voilà, c'était technique, industriel. Je m'étais pas du tout projetée là-dedans. Et même très tardivement, hein, quand j'étais étudiante, moi aussi en école de commerce, c'était pas du tout mon projet. Et puis j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler dans une multinationale américaine dans l'informatique, donc très très loin de l'univers de la Belle-Îloise. Et moi, j'ai commencé à mûrir l'idée et je suis allée voir mon père dans les années 2000
pour lui dire, qu'est-ce qui est prévu pour après toi à la tête de l'entreprise? Et moi, si vous n'avez pas de projet, ça m'intéresse. Et lui et mon oncle, qui étaient tous les deux actionnaires de l'entreprise, ont dit OK, banco. Mais ce n'était pas pour tout de suite. Moi, je venais de commencer à travailler, voilà. Mais bon, c'était acté, c'était dit. Je voulais un jour reprendre l'entreprise et maintenant, il restait à définir quand et comment. Donc, on a travaillé avec mon père, on s'est dit, mais comment je vais me préparer à ça? Alors déjà, à un moment donné, j'ai dit, je suis prête à venir. Et ça, c'était en 2005. Je me suis réveillée un matin en vacances, après un échange avec des gens avec qui on parlait de notre vie. Et finalement, je dis, on n'a qu'à y aller maintenant, quoi. Et du coup, on a travaillé avec un coach. C'est un tripartite, le coach, c'est-à-dire qu'il y a un donneur d'ordre qui était mon père et moi, j'étais le client, enfin l'étudiant, on va dire. Et puis, cette personne qui a travaillé avec moi. Donc, on a travaillé 6 mois avant mon arrivée. Je suis arrivée en janvier 2006 et on a préparé mon arrivée. On a juste préparé le jour où j'allais arriver dans l'entreprise, où j'allais dire j'arrive et pourquoi je suis là. Parce que j'allais dire, et j'ai dit en janvier 2006, que j'allais prendre la suite de mon père. Mais pas tout de suite, évidemment. Ensuite, on a travaillé avec ce coach pendant 5 ans. Et on s'est donné avec mon père 5 ans. Donc, de janvier 2006 à janvier 2011, on s'est donné 5 ans pour me préparer à cette transmission. Donc, c'est passé par un parcours, par une prise de responsabilité progressive, opérationnelle, le SI. Je rappelle que je venais de l'informatique, le système d'information, donc. Mais après, le contrôle de gestion, la finance, les RH, et puis la direction stratégique. C'est-à-dire que j'ai intégré le CODIR dès le départ, je faisais partie de la réflexion stratégique et je l'ai même, avec mon coach, orchestré, formalisé. Parce que c'était un des problèmes peut-être de l'entreprise à l'époque, c'est que ça manquait de formalisation, ça manquait de structure. Et moi, je venais de ce grand groupe et donc j'ai apporté ça et avec l'aide du coach, on a travaillé sur la formalisation de la stratégie, ses enjeux, son plan, etc. Et donc, au bout de la dernière année, 2010, on l'a fait en duo avec mon père. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y avait aucune décision qui était prise sans que je sois partie prenante. Ça a été la pire des années, puisque c'est l'année la plus difficile. C'est-à-dire que, en gros, il décidait rien sans moi parce que ça me concernait, mais en même temps, il disait que c'était quand même lui le patron et que donc aucune décision pouvait être prise sans lui. Enfin, les collaborateurs, c'était très compliqué. Heureusement, on s'entend très bien, mais c'est vrai que c'est plus tendu quand on est deux parce que dans une entreprise, il n'y a qu'un seul patron. Et tant qu'on n'est pas patron, on n'est pas patron. Et donc, à un moment donné, c'était le 31/12/2010, mon père était censé ne plus revenir en janvier 2011 et il n'est plus revenu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'apparente au saut en parachute. Moi, j'ai fait du parapente, pardon. On fait un stage, on nous apprend comment faire, on regarde des vidéos, on simule un décollage, on simule un atterrissage, mais tant qu'on ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait. Et à un moment donné, on est en haut d'une montagne, on a tout appris, on a notre talkie-walkie, on nous a tout dit, mais à un moment donné, il faut quand même sauter, quoi. Là, on saute. On saute. Donc, il y a un côté un peu grisant, mais en même temps, finalement, on s'aperçoit qu'on n'est pas prêt et prêt. Et que c'est que quand on revêt l'habit, qu'on devient chef d'entreprise. Donc, voilà comment ça s'est passé. Mon père est resté un petit peu à distance pendant, on va dire, 1 an ou 2. Il me demandait un rapport tous les 3 mois pour voir comment ça se passait au début. Puis, ça s'était passé. Et puis, quand on n'est plus dans l'opérationnel, on perd très vite le fil. Et donc, j'ai eu cette chance qu'il me laisse autonome et qu'il me fasse confiance pour diriger cette entreprise. Donc, voilà pour la réponse à la question. Alors, et puis pour la suite, je suis donc la branche familiale qui est majoritaire dans l'entreprise. J'ai moi-même, par un jeu de holding et de part juridique, la majorité. Mes enfants aujourd'hui sont trop jeunes pour imaginer reprendre l'entreprise parce que soit ils sont encore lycéens. J'en ai un qui est effectivement en école de commerce, comme vous. Mais il n'a pas fini et il faut aussi qu'il fasse son chemin. Moi, j'ai travaillé pendant 8 ans avant ailleurs. Il faut se former, il faut se préparer, il faut mûrir et plus que ça, il faut avoir le désir.
c'est un métier qui est extrêmement exigeant, contraignant. C'est pas un métier en fait, c'est quasiment une vie. On y pense tout le temps. C'est un métier passionnant, mais Vous parlez de diriger une entreprise ou de diriger une diriger une entreprise entreprise familiale? familiale. C'est encore plus dur, vous pensez? Non, je pense pas que ce soit plus dur. Je pense que diriger déjà, c'est exigeant. Diriger une entreprise familiale, on est redevable. Moi, je, moi, je suis là pour l'entreprise et pour sa pérennité en tant que dirigeante. Mais je suis aussi actionnaire. Et en tant qu'actionnaire et en tant que dirigeant actionnaire d'une entreprise familiale, je dois à mes co-actionnaires, qui en l'occurrence sont mes frères et sœurs et mes cousins, euh, je leur dois la pérennité de cette entreprise. Et puis, je dois la pérennité de cette entreprise pour mon grand-père, pour ma famille, parce qu'à mon tour, je dois passer le relais à quelqu'un. C'est-à-dire, moi, je suis un passeur. Cette entreprise ne m'appartient pas. Elle a été créée avant moi. Elle a été de maître menée aussi par mon oncle et mon père avant moi. J'ai la responsabilité de la faire durer après moi. Voilà. Donc, c'est pas dur. C'est une responsabilité. Donc, si on le souhaite pas viscéralement, voilà, je parle de désir viscéral d'y aller. Mais en même temps, moi, je n'avais pas ce désir au départ. Hein. Ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, on nourrit ce désir. Voilà. Voilà pour ce. Alors, après, une fois qu'on saute, une fois qu'on y est, eh bien, si on le désire, si on travaille, évidemment, qu'on est formé et préparé, la légitimité, elle se construit toute seule. C'est-à-dire que la légitimité, elle est dans son travail, dans sa personnalité aussi. On apporte une personnalité. Moi, je ne suis pas mon père, pas du tout. Dans ce que j'apporte au quotidien, tant côté business, stratégie business, que stratégie et que pilotage et management. Mon père, c'était, on va dire, un mode patriarcal, un patron qui sait tout, qui est là depuis toujours, qui s'est fait sur le tas. Et puis moi, qui arrive de nulle part, qui n'est pas au départ la connaissance de ce métier, mais qui apporte autre chose, des méthodes, un mode managérial, un mode plus participatif, la transversalité, l'autonomie, l'innovation. Moi, j'apporte beaucoup d'innovation d'un point de vue managérial. Donc, c'est autre chose, en fait. Et cette légitimité, elle se construit comme ça. Et puis, elle se construit évidemment dans les résultats. Si je n'avais pas de résultats, effectivement, peut-être qu'on pourrait me reprocher d'être là. En l'occurrence, on a des résultats et l'entreprise a continué de grandir. Donc, je parlais de 50 magasins en 2011. Donc, aujourd'hui, on en a 87. On a ouvert effectivement un pays à l'étranger et surtout, on a aussi accru notre répartition, notre quote-part en e-commerce. Donc, on s'est digitalisé. Et puis, surtout, on a une ambition forte et on ne compte pas s'arrêter là. Donc, évidemment, la légitimité, elle se construit avec tout ça, mais pas que avec le résultat, en fait. Voilà, alors je vois une question sur, après la Belgique, l'Allemagne, comment choisissez-vous vos futures implantations? Alors, c'est vrai que dans notre développement à l'international, aujourd'hui, on n'est qu'en Belgique. Alors, on est présent ailleurs, hein, mais en B2B, parce que je ne l'ai pas dit, mais on fait 5% de notre chiffre d'affaires en B2B. Donc, 95% de notre chiffre d'affaires, c'est de la vente directe, que ce soit en magasin ou en vente à distance, e-commerce principalement. Et on a 5%, c'est du B2B. Le B2B, pour nous, c'est vendre à des épiceries fines, à des grands magasins que vous connaissez peut-être comme le Bon Marché, Lafayette Gourmet. Et donc, dans ce B2B, la moitié, c'est de l'international. Et l'international, c'est pareil, c'est des épiceries fines en Allemagne, en Espagne, en Suisse, mais aussi au Japon, où on vend chez Isetan, qui est l'équivalent de la Galerie Lafayette au Japon, à Hong Kong, à Singapour, voilà. Mais ça reste, on voit, hein, ça reste une quote-part faible de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Mais effectivement, on a l'intention de continuer de se développer à l'international, progressivement, tranquillement. Et pour se développer, on a travaillé avec un conseil, un cabinet conseil. On a mappé en fait les pays du monde pour faire une sorte de pré-étude de marché, pas une étude de marché, parce qu'on ne peut pas faire une étude de marché dans le monde entier, mais en fait, on peut faire des mappings, des cartographies par type de produit, type de consommation. Et effectivement, on a choisi plusieurs pays, et sur ces pays, on va aller creuser maintenant. On a 2 pays d'ailleurs qu'on va aller creuser à court terme.
c'est-à-dire faire une étude de marché plus approfondie dans ces pays-là. Et quand je dis un développement dans ces pays, je ne parle pas de B2B, parce qu'on est déjà présent en B2B dans ces pays, mais c'est de l'omnicanal, c'est-à-dire y aller avec un mix digital, e-commerce et physique. Est-ce que vous pourriez envisager une mixité du réseau à terme avec quelques développements en franchise ou c'est pas du tout Alors, prévu? effectivement, à l'international, on ne l'exclut pas, puisque dans un autre pays, on est dans une autre culture, avec des modes de distribution différents, et on n'exclut pas, alors pas forcément de la franchise, mais c'est à voir, c'est-à-dire que ça peut être de la franchise, ça peut être un partenariat. Aujourd'hui, ce n'est pas défini parce que ça dépendra du pays. En Belgique, par exemple, on est en propre. Ce sont nos magasins, c'est exactement le même modèle qu'en France. Et on livre par Internet depuis la France. Donc, Et ça dépendra du pays. En fait, d'accord. chaque pays, ça, en fonction de ses usages et de la facilité à faire des affaires aussi, hein. Et curieusement, par type de magasin, en Belgique, ils consomment autant qu'en France? Alors, en Belgique, ça a été compliqué en termes de développement parce que nous, très naïvement, on s'est dit, bah, la Belgique, on est au Touquet, on est à Lille, c'est de l'autre côté de la frontière, quoi. Il suffit de faire quelques mètres, hein. Quand on est à Lille, j'ai habité Lille pendant 5 ans, on a l'impression d'être quasiment en Belgique, quoi. Bah, donc, on va y aller comme ça, quoi, hein. On fait tout pareil et c'est bon. Bah non, en fait, c'est pas bon. C'est un autre pays, c'est une autre culture, c'est une autre langue parce que nous, au départ, on s'est développé en Flandre parce que c'est le bord de mer. Et la Flandre, ben, déjà, ils ne parlent pas français. Enfin, ils parlent français, mais en fait, ils ne parlent pas français. C'est-à-dire que on a l'impression qu'ils parlent français, donc on a l'impression qu'ils nous ont compris. Et comme ils parlent mal le français, ils ne nous ont pas compris, mais du coup, il y a une vraie difficulté de langue. Mais c'est vrai qu'on ne s'y attend pas, en fait, en allant en Belgique. Et du coup, c'est un bon exemple, d'ailleurs, parce qu'on ne va pas dans un autre pays, même s'il est voisin, comme ça se prépare. C'est pour ça qu'on évoque peut-être un partenariat ailleurs. Donc, ça a été compliqué. Donc, on a ouvert 2 magasins en bord de mer d'abord, puis on en a fermé un. Et on s'est repositionné sur un positionnement qu'on a en France qui est sur les plus grandes villes. Donc, nous, on est présent dans les grandes villes en France, hein, Paris, bien sûr, mais Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Strasbourg, Rennes, Nantes, Bordeaux, voilà. Et donc, on est présent à Bruxelles. Et à Bruxelles, ça marche beaucoup mieux qu'en bord de mer. Là, on est vraiment dans une capitale. Et là, on vend la gastronomie française. On se revendique clairement comme français et comme un produit haut de gamme alimentaire français. Et pour le coup, on est très légitime. Voilà. Alors après, je vois que j'ai une question sur le Covid. Je réponds un peu par ordre. Oui, on a été très impacté par le Covid. Pourquoi? Parce que on vend en magasin de l'alimentaire, donc on a le droit d'ouvrir. Sauf que on vend vous avez compris, c'est un positionnement particulier de bord de mer touristique. Bon, bah pendant le confinement, il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de bord de mer, tous les magasins sont fermés sauf nous, donc il n'y a personne. Et pareil en ville, puisque les autres magasins environnants étant fermés, il n'y a pas de déambulation, il n'y a pas de shopping, il n'y a pas de commerce. Et donc, on a dû fermer nos magasins. Et pendant les périodes, au plus fort du confinement, on était à moins 95% de chiffre d'affaires en magasin. Les 4 dernières semaines, pendant le confinement, moins 70%. Donc, c'est très violent quand même, hein, comme impact. En revanche, on a fait du x4 en e-commerce, mais ça ne compense pas la perte en magasin. On s'en sort bien parce qu'il y a des effets rebonds, en fait, après les périodes de confinement où on assiste à une très forte hausse de la consommation. On l'a vu le week-end dernier, par exemple, pendant le week-end de l'Ascension, on a fait un week-end de fou parce que les gens, tout d'un coup, sortaient. Voilà. Ouais. Mais ça a eu un autre impact, si je ne parle pas de business, mais je parle d'équipe. En fait, on a vécu cette période de crise de façon comme une crise. On était en crise dans l'entreprise. Quand vous faites moins 95% de chiffre d'affaires du jour au lendemain, je peux vous dire que ça fait bizarre dans une entreprise. Et donc, les équipes ont fait preuve d'une mobilisation incroyable. Les gens se sont mobilisés, se sont prêtés main forte les uns les autres, se sont focusés sur la survie de l'entreprise et sa pérennité, ont été extrêmement soudés. Et donc, c'est une véritable expérience qu'on a vécue collectivement. Donc,
ça a eu un impact, mais je dirais qu'on en sort plus fort. On a vraiment tiré parti de cette crise. On a tous collectivement vécu une sacrée expérience. Et quand les gens parlent de l'abbaye Loise, en tant que les collaborateurs parlent de l'abbaye Loise aux autres, ils disent ouais, ça devait être difficile, ouais, mais nous, c'est pas pareil, on a l'abbaye Loise, donc voilà, il y a une fierté d'appartenance parce qu'on a vécu des choses de dingue et en même temps très positives finalement. Parce qu'en plus, à la fin de l'année, on s'en sort bien et donc on dit, mais on peut être hyper fier de nous, quoi. Hyper fier de nous. Il y a une fierté en fait. Donc ça n'a pas été neutre, mais ça a été positif. Voilà, sur ce point-là. Alors je découvre les questions. Il y a un sujet sur l'innovation managériale. Alors, l'innovation managériale, ça c'est très, je lis, rencontrez-vous des freins? Oui, parce que dès lors qu'on veut transformer quelque chose, on rencontre des freins. Les gens, finalement, globalement, n'aiment pas le changement. Et il n'y en a que quelques-uns qui sont des frondeurs et qui vont être des innovants et qui vont y aller. Et puis ce qu'on appelle les early adopters, on va dire, qui vont s'emparer des sujets et y aller de façon volontaire. Et puis il y a tous les autres qui sont d'abord un peu dubitatifs. Et puis progressivement, la mayonnaise prend. Donc changer quelque chose, et notamment quand on parle des hommes avec un grand H, changer les choses, c'est long. Donc il faut juste prévoir que ça va prendre du temps. Mais si on ne se met pas plus de pression que ça et qu'on se dit changer cette culture managériale, ça va prendre des années et qu'on est prêt à ça, alors il faut y aller tranquillement et au final, on y arrive. Alors, on a fait plusieurs choses. D'abord, on a mis en place ce qu'on appelle le management par les processus. Ça veut dire que on a une organisation, on va dire, traditionnelle par service, une direction marketing, une direction commerciale, une direction financière, mais on a découpé l'organisation de l'entreprise en 12 macro-processus. Et pour chaque macro-processus, on a un pilote et un sponsor. Et ce pilote, il coordonne la vie de ce processus qui, lui, est transversal. Et donc, comme c'est transversal, il coordonne les activités de gens qui ne sont pas dans son équipe, dont il n'est absolument pas le manager, et qui sont parfois des managers de quelqu'un d'autre ailleurs. Et donc, quand on a mis ça en place, ça a été très très long. Il a fallu 5 ans pour qu'on arrive à faire fonctionner ça de façon relativement fluide dans l'entreprise. Et je dirais même que sur certains processus, on n'y est pas encore. Parce qu'effectivement, ce n'est pas naturel d'avoir des gens qui pilotent des activités, qui coordonnent des activités, qui n'en sont pas les responsables et qui ne sont pas responsables des gens avec qui ils travaillent au quotidien. Mais en même temps, c'est très riche parce qu'on crée des ponts partout quand on y arrive et ça accélère, ça nous permet d'accélérer. Ce qu'on a fait aussi, c'est beaucoup plus récent, ça fait 2 ans, c'est qu'on s'est fixé comme objectif dans l'entreprise de développer la culture de l'innovation continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut développer l'agilité, il faut lever des freins pour que plus vite notre entreprise soit en capacité d'innover tout le temps sur tout sujet. C'est ambitieux, hein? Et donc pour ça, on s'appuie sur une démarche qui est la démarche lagon. Un lagon, en fait, il s'empare un lagon. C'est une équipe de 7 personnes. 7 personnes, pourquoi? Parce qu'on dit que c'est une équipe de pizzas. C'est-à-dire qu'en gros, une bonne équipe, c'est une équipe qui peut être nourrie avec 2 pizzas. Donc, c'est 7 personnes. Parce qu'au-delà, c'est trop grand. Ces 7 personnes sont volontaires pour participer à ce lagon. Ils sont d'horizons, d'âge, de métiers différents. Ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Un contrôleur de gestion, un opérateur de production, une vendeuse, une PDG, tout type de métier. Mais les 7 sont forcément pas des mêmes métiers, pas de la même culture, pas de la même provenance en termes de management, de métier, d'âge, voilà. Et ils travaillent en toute autonomie, 20% de leur temps. Donc, on dédie 20% de leur temps pour qu'ils puissent travailler dans ce lagon. Et ce lagon, pourquoi on appelle ça un lagon? Parce qu'en fait, nous, c'est comme si on était dans un océan. Dans l'océan, il y a une part qui est un lagon. Donc, cet espace est protégé. Il est en lien avec l'océan, mais il est protégé. Et donc, il travaille sur quoi? Eh bien, il travaille sur un sujet stratégique que lui donne
L'entreprise. L'entreprise donne un cadrage. Donc, par exemple, là, on vient de travailler sur un lagon, et c'est pas neutre, c'est d'inventer pour l'entreprise un modèle de distribution nouveau pour le développement futur de notre entreprise. Donc, on parle du futur de l'entreprise, son avenir, c'est hyper stratégique. Et on a confié cette réflexion à un groupe de 7 qui n'a rien à voir avec le sujet et qui travaille en toute autonomie sur ce sujet. Alors, ils ont pour ça une méthode qui s'appelle la méthode ICE, qui veut dire investiguer, créer, exécuter. Et ils vont travailler donc ça veut dire qu'ils vont travailler en autonomie sur de l'investigation, donc ils doivent investiguer, tel Sherlock Holmes, sur le marché, auprès de consommateurs, sur le thème qui leur a été communiqué. Ensuite, ils vont passer devant un comité de pilotage qui va valider le fruit de leur investigation. Ils vont passer dans une deuxième étape qui est créée. Là, ils vont brainstormer, imaginer des solutions répondant aux besoins qu'ils auront identifiés, aux besoins clients. C'est focus client, focus consommateur. Et ensuite, ils vont exécuter, c'est-à-dire faire un prototype de quelque chose. C'est extrêmement riche parce que du coup, moi, j'étais dans un lagon, par exemple, il n'y a plus de hiérarchie. Dans un lagon, il n'y a plus de hiérarchie. Et ça veut dire que moi, j'ai dû mobiliser 20% de mon temps en off, où je faisais que ça, quoi. Avec un opérateur, une vendeuse, voilà. Et c'est extrêmement riche. Et ça fait partie de l'innovation managériale. Parce que ça développe l'autonomie, ça fait que les gens qui participent à ces lagons sont volontaires et ça leur donne une autre vision d'entreprise et une autre vision du client. Parce qu'on parle du client. Un opérateur, lui, qui n'a jamais vu un client, là, il voit que des clients. Il ne pense que clients. Donc, c'est extrêmement accélérant pour l'entreprise. Et comment vous avez choisi votre méthode parmi toute la kyrielle de boîtes à outils qui existent? Ouais, alors cette méthode, moi, je travaille en off, enfin, en parallèle, parce que voilà, dans cette réflexion que j'évoquais tout à l'heure, entre 2017 et 2019, on se posait des questions sur comment réinventer le futur de l'entreprise. Moi, j'ai souhaité travailler avec un coach à nouveau, donc un coach de dirigeant, qui m'accompagne depuis presque 2 ans maintenant, personnellement, mais aussi le CODIR, mais aussi certains membres des équipes de l'entreprise et qui notamment me donne accès à des outils, etc. Donc, c'est par son intermédiaire que j'ai eu accès à cette méthode, mais qu'on a bien voulu tester et expérimenter chez nous et qui est très fructueuse. On travaille aussi, par exemple, sur ce qu'on appelle, pareil, en termes d'innovation managériale, peut-être vous connaissez, c'est Smart Simplicity, c'est une méthode BCG. Alors nous, on n'est pas BCG, BCG ne travaille qu'avec des grands groupes, mais on peut s'appuyer sur des méthodes et les adapter. Donc notre challenge, c'est d'adapter cette méthode Smart Simplicity à la Belloise, qui n'est pas tout à fait une multinationale internationale, mais qui a des problématiques. Nous, on est à la fois fabricant et à la fois distributeur. Finalement, c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas les mêmes problématiques que d'autres. Et en plus, c'est difficile d'avoir 2 métiers. C'est un peu comme si j'avais, toute proportion gardée, dans une même entreprise, un mini Danone et un mini Decathlon, quoi. Un mini Danone parce que c'est un industriel de l'agroalimentaire et un mini Decathlon qui est un retailer et qui vend sur Internet. Moi, je fais ces 2 métiers-là. Sauf que j'ai pas ni leur taille ni leurs moyens, évidemment, mais donc il faut malgré tout qu'on puisse s'appuyer sur des méthodes qui sont celles d'aujourd'hui et qui sont celles qui marchent aussi. Mais on a une responsabilité supplémentaire par rapport à ces grands groupes parce qu'on n'attend pas de nous qu'on ne soit pas moins agile, moins innovant. On attend de nous ça, l'innovation, l'agilité. Alors, on est beaucoup plus petit, mais malgré tout, on est une ETI, donc on a malgré tout les moyens de se structurer. Le chiffre d'affaires, c'est entre 50 et 60 millions? Ouais, un peu plus de 60 millions. Un peu plus de 60, d'accord. Voilà. Alors, voilà. Je vois une question sur les enjeux auxquels la Belloise va devoir faire face dans les années qui viennent. Alors, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure, effectivement. Les enjeux, c'est la transformation du monde dans les modes de consommation. C'est-à-dire que on a des atouts parce que aujourd'hui, l'alimentaire, ce que l'on mange fait ce que nous sommes. Ce que l'on mange fait notre santé. On le sait aujourd'hui. Peut-être que tout le monde n'est pas suffisamment sensibilisé sur ce sujet, mais c'est une réalité. Et donc, on a une responsabilité par rapport à ça, parce que nous, on donne à manger aux gens. Et ce qu'on donne à manger aux gens, ça va faire leur santé ou pas.
Et nous-mêmes, on pense que comme ce qu'on fait, c'est bien, plus ils mangeront, pas que chez nous, hein, mais en partie chez nous, plus on contribue à leur bonne santé. Mais pour ça, les gens, ils ont besoin d'avoir confiance. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on fabrique et tout. Donc, il y a cette nécessité de transparence. Donc, on est quelque part, on a ce capital confiance parce qu'on est qui on est, mais on doit être extrêmement... il y a une exigence qui est forte et il y a un attendu qui est fort nous concernant. Et saurons-nous correctement y répondre? Saurons-nous apporter les preuves de notre, quelque part, de notre éthique dans notre manière de faire? Donc là, il y a un vrai enjeu. Un vrai enjeu, c'est comment on répond à nos consommateurs, aux consommateurs d'aujourd'hui, qui a besoin de confiance, qui a besoin de transparence, qui a besoin d'être en bonne santé, mais qui a aussi besoin de se faire plaisir. Et donc, nous, ce challenge, c'est celui-là qu'on doit relever. Nous, notre challenge, c'est d'apporter un produit sain, d'apporter la possibilité aux gens de se faire du bien pour eux, pour leur santé, d'apporter aux gens la possibilité de se faire du bien parce qu'ils vont avoir du plaisir avec nos produits, avec nos solutions, et d'apporter aux gens la certitude qu'avec nous, ils font du bien à la planète. Parce que nous, on va faire du bien à la planète. Mais ça, ce sont nos enjeux. Mais nos enjeux, c'est de le faire savoir, en fait. Et c'est ça le plus compliqué. De faire en sorte que les gens y croient et pensent que c'est vrai et savent que c'est vrai, nous font confiance et viennent acheter. Parce que c'est ça, hein, l'enjeu, c'est le développement derrière. Et effectivement, ça va sur une autre question que je vois qui est le poisson, parce qu'effectivement, nous, aujourd'hui, on travaille du poisson et on prélève du poisson. C'est là où on a une responsabilité. Alors, c'est pas nous, on n'est pas pêcheurs, mais on travaille avec des pêcheurs qui prélèvent du poisson. Donc, comment on est sûr que les pêcheurs qui travaillent pour nous travaillent bien, ne jettent pas la moitié des poissons qu'ils pêchent, ne surpêchent pas, triturent pas leur poisson, qui fait qu'on jette la moitié parce qu'il est abîmé. Donc, ça, c'est notre responsabilité. Et puis, vous avez raison de le dire, est-ce qu'à un moment donné, il n'y aura plus de poissons? Peut-être. Alors, je tiens à dire que nous, on travaille principalement 3 sortes de poissons, la sardine, le maquereau et le thon. La sardine n'est pas sous quota, il y en a. Aujourd'hui, il n'y a pas de pénurie sur le poisson, la sardine. En revanche, le maquereau, et c'est très bien, comme le thon, sont sous quota. Et à mon avis, la sardine va l'être bientôt parce que le quota permet de contrôler ce qu'on pêche. Et donc, nous, on est ravis qu'il y ait des quotas. Et donc, bien sûr, on respecte ces quotas. Mais nous, on travaille à peu près 1000 tonnes de sardines par an, quand nos confrères, en moyenne, travaillent 25 000 à 30 000 tonnes par an. Donc, on reste malgré tout, parce que quand nous, on approvisionne 87 magasins, nos confrères à côté, ils vont approvisionner des centaines et des milliers de supermarchés et d'hypermarchés. Donc, on reste sur des volumes qui, pour nous, sont très petits dans le marché. Néanmoins, si un jour il n'y a plus de poissons, qu'on soit petit ou gros, il n'y en aura plus. Donc, nous, on milite et on a un rôle à jouer sur mais est-ce qu'on ne peut pas être quand même plus clean dans la manière dont on pêche? Et là, notre responsabilité, c'est à l'achat. Est-ce qu'on accepte d'acheter du poisson trop petit? Est-ce qu'on accepte d'acheter du poisson hors saison? Est-ce qu'on accepte de soutenir un fournisseur qui continue de pêcher la sardine en janvier? Alors qu'en janvier, la sardine n'est pas bonne et que donc si on la pêche, c'est pas bien. Enfin, je veux dire, on vient prélever une ressource qui est inutile, qui peut-être même ne sera pas mangée. Donc, à notre petite mesure, on peut agir là-dessus, c'est-à-dire en boycottant certains fournisseurs, en refusant une certaine taille de poisson. Je vais prendre un exemple sur le thon blanc germont, parce qu'on travaille du thon blanc germont. D'année en année, le poisson était de plus en plus petit. Et plus il est petit, plus il est difficile à travailler pour nous, parce que le rendement est moins bon. Mais accessoirement, s'il est petit, c'est qu'il est jeune. Donc, il ne s'est pas reproduit. Et donc, nous, on ne trouvait pas à acheter de poissons plus gros. Et un jour, on a dit, il faut qu'on arrête, on ne peut pas faire ça. Donc, on a demandé à la profession si on pouvait se mettre d'accord sur une taille minimale de poisson à acheter. Et ils ont dit oui sur le principe. Mais en fait, après, c'était difficile, on ne trouvait pas de poisson gros, donc il y avait que du petit. Donc, ils ont acheté du petit, on a refusé d'acheter du petit. Et on s'est mis en rupture. Et aujourd'hui, on n'achète plus ce petit, on n'achète que du gros, mais progressivement, les fournisseurs se sont mis… En fait, à un moment, il faut un premier, quoi. Et progressivement, là, on voit que de plus en plus, les gens essayent. Nous, c'est sûr qu'on n'achète pas ce petit poisson, mais on voit que, voilà, les gens ont accepté l'idée qu'il fallait attendre que le poisson grossisse, quoi. Mais c'est un vrai enjeu. Le poisson, c'est un vrai enjeu. C'est pour ça aussi que dans nos développements, on fait de la conserve de poisson, mais on travaille aussi sur des gammes de produits
qui ne serait peut-être pas conserve et qui ne serait peut-être pas poisson. Et donc, on a sorti très récemment un tartare d'algues et un petit plat qui s'appelle Indie Veggie, qui est donc sans poisson. Alors, le tartare d'algues, comme son nom l'indique, est à base d'algues, mais pas que, il y a des olives, etc., etc. Donc, c'est excellent, vous pouvez goûter, c'est un tartinable, comme un peu un chutney aussi. Et depuis qu'on a lancé ce produit était notre vente numéro 1 pendant 5 semaines. Et aujourd'hui, numéro 2. Donc, on est légitime à se positionner en dehors du poisson. Et c'est aussi peut-être une des possibilités pour nous. Non pas l'idée, c'est pas d'arrêter de poisson, mais si on doit se développer, peut-être que ce développement peut passer par autre chose que du poisson exclusivement. Je vois une question intéressante sur l'actionnariat familial et la crise Covid. Vous avez raison. Je représente des actionnaires et donc mes frères et sœurs, mon oncle, mon père, mes cousins. Et donc, à un moment donné, j'ai eu très très peur, effectivement, pour l'entreprise et sa pérennité. Et donc, comment ça s'est passé? Eh bien, je leur envoyais au début. On a fait alors, on ne pouvait pas se voir, donc on a fait des calls, des Teams ou des Skype ou autres. Et donc, même si on ne se voyait pas physiquement, j'organisais des calls pour leur donner de la visibilité tout le temps. Et quand je dis tout le temps, à partir de mars jusqu'à après l'été, c'était tous les 15 jours. Donc, je les ai abreuvés, entre guillemets, mais ils étaient demandeurs d'informations. C'est-à-dire qu'en permanence, je les tenais informés. Parce qu'en fait, en tenant informés tout le temps, de là où on en était, ce qui montait, descendait, etc., ce qu'on faisait, ce qu'on menait, l'état d'esprit des équipes, pas que business, sur toute l'entreprise, les initiatives lancées, ce qu'on essayait, ce qui avait loupé, ce qui avait marché. Et je leur ai dit, et tout ça pour préparer le fait que je leur dise que potentiellement, ils allaient, parce que ces actionnaires ont des dividendes, et que potentiellement, il n'allait plus avoir de dividendes pendant peut-être plusieurs années, parce que si l'entreprise avait vraiment fait moins 50 à la fin de l'année, je peux vous dire qu'en termes de résultats, c'était pendant plusieurs années qu'on n'allait pas dégager du résultat. Et donc, voilà, est-ce que j'ai bien fait? J'en sais rien, mais moi, mon parti pris a été de ultra communiquer, de parler, en fait, de parler, de raconter, de dire tout le temps. Donc, j'ai préparé un petit support, et ce petit support, je l'envoyais tous les 15 jours. Si j'avais des questions, j'y répondais. Tous les 15 jours, je faisais pas de Teams, mais tous les mois, je faisais un petit Teams, voilà, pour aussi qu'il y ait un échange. Et j'ai pu, ralentir le rythme après l'été quand les choses se sont passées mieux. Néanmoins, aujourd'hui, ils ont pris l'habitude d'une communication plus récurrente et je vais poursuivre ces communications, pas tous les 15 jours, mais une fois par trimestre, d'apporter de la visibilité, mais sur des choses très opérationnelles. On a fait ici, ça a marché, on a fait des lagons, je parle des lagons, je parle du management, je parle des équipes, de comment ils sont mobilisés, des cadeaux qu'on a faits, de tout ça, parce que c'est important. Alors oui, les boîtes de conserve sont recyclables, bien sûr. Alors les boîtes de conserve sont recyclables. Envisager nous-mêmes un circuit de recyclage, ce ne serait pas forcément opportun parce que, pour information, les boîtes de conserve sont recyclables dans les sacs jaunes. Les gens ne le savent pas parce qu'ils imaginent qu'on ne peut pas les mettre directement dans le sac jaune. Or, il faut les mettre dans les sacs jaunes, c'est-à-dire dans les sacs jaunes de monsieur et madame tout le monde chez soi, et non lavés. Parce que si vous les lavez, vous rajoutez de la consommation d'eau, ce qui est inutile. Et comme quand vous les jetez dans votre sac jaune, il reste potentiellement de la matière organique, un résidu d'huile d'olive, un résidu de poisson, ce n'est absolument pas grave puisque c'est de l'organique qui va se dégrader. Et donc, on peut jeter les conserves dans le sac jaune en l'état. Alors, certains diront, ouais, mais ça sent mauvais. Bon, oui, il faut trouver un dispositif pour que ça ne sente pas mauvais. Alors, on s'est dit, est-ce que nous, on va mettre des sacs jaunes dans nos magasins? On pourrait. D'ailleurs, on en a parce que quand on fait de la dégustation, évidemment, on recycle nos boîtes. En revanche, nous, on n'a pas… C'est un métier de ensuite récupérer la boîte et transformer et recycler la boîte. Là, pour le coup, c'est extrêmement industriel, enfin, c'est technique. Et nous, on n'est pas légitime, enfin, compte tenu des volumes qu'on recyclerait du métal. Et il faut savoir que la France
est extrêmement bien équipé dans son dispositif de recyclage de l'acier. On recycle 94% de notre acier en France, c'est énorme. Pourquoi? Parce que toutes les municipalités et régions, enfin départements, etc., ont mis en place ce recyclage. C'est pas vrai, c'est pas tout à fait vrai aujourd'hui pour le verre, qui est moins bien recyclé, 40% en France. C'est moins vrai d'ailleurs aussi, c'est un petit peu moins, 70 ou 95% pour l'aluminium. L'aluminium, c'est vos canettes. Alors, on a aussi des boîtes, nous, en aluminium, mais très peu, c'est principalement de l'acier. Pourquoi? Vous pouvez imaginer pourquoi, parce que l'acier, ça s'aimante. Donc, on peut récupérer l'acier où qu'il soit. Et donc, ça se recycle très, très bien. Donc, j'en profite pour passer le message. Tout ce qui est en métal, dans la boîte jaune, dans le sac jaune, tel que, quoi. Après, oui, déposer ça chez nous, ce ne serait pas efficace. D'abord, ça nécessiterait à nouveau de les transporter finalement, alors que vous les mangez, vous les mettez dans votre sac jaune en l'état et que de toute façon, ce sera mis dans une poubelle et recyclé ensuite par votre municipalité. Alors, je lis les questions. Faire du bien à la planète au-delà de la sauvegarde du matériel. Hein. Quelle est votre position par rapport à la nécessité de réduction de vos emballages à usage unique? Alors, sur l'emballage métal, parce que nos conserves sont principalement issues de métal et aussi de verre, eh bien, je viens d'y répondre, hein, c'est complètement recyclable. Ça nécessite que les gens, évidemment, recyclent, c'est-à-dire effectivement déposent leurs verres dans les conteneurs à verre et déposent leurs conserves. Alors, même les conserves en acier, même si on s'est loupé, de toute façon, c'est aimanté et donc c'est recyclé, hein, c'est vraiment recyclé ensuite. Et donc, aujourd'hui, quand on emballe l'emballage primaire, c'est-à-dire celui qui entoure le produit lui-même, malheureusement, on ne peut pas, c'est un usage unique, mais on ne peut pas faire autrement. Je ne peux pas mettre mes sardines en l'état, dans leur huile, dans le magasin, c'est pas possible. Et puis, c'est le principe de la conserve. La conserve, c'est quoi? C'est de porter à très haute température un contenant clos, hermétiquement clos, pendant une certaine durée, de manière à détruire toutes les bactéries, microbes qui sont à l'intérieur. Et comme le contenant est hermétiquement clos, eh bien, il n'y a plus de bactéries et de microbes qui se développent à l'intérieur. Et c'est ce qui permet de la conserver, d'où le nom conserve, pendant une durée longue. Et donc, ce traitement thermique est spécifique à la conserve, et donc, c'est pas du tout comme du frais, mais le frais doit se conserver au frais, par définition, et se conserve moins longtemps. Donc, c'est pas le même usage, c'est pas la même vocation. En revanche, sur les autres contenants, nous, on a d'autres contenants, mais qui sont ce qu'on appelle le suremballage. Le suremballage, aujourd'hui, principalement, ce sont nos coffrets cadeaux. Donc, c'est pas le gros de nos ventes. Principalement, là, c'est quand vous voulez offrir et vous voulez faire un cadeau à quelqu'un. Mais là, pour le coup, on a supprimé tout le plastique. Et c'est pour ça que nos suremballages, les petits coffrets, boîtes apéro, etc., sont soit en métal, soit en carton, soit en bois. Voilà. Il reste un suremballage qui reste encore en plastique aujourd'hui et qu'on est en train on essaye de trouver une alternative, mais c'est extrêmement compliqué. C'est le filet plastique, le filet qui entoure les boîtes elles-mêmes entre elles. Mais c'est clairement notre objectif. Après, du coup, on avance progressivement. On n'arrive pas à être parfait tout de suite, mais on avance. C'est la seule unité qui nous reste encore aujourd'hui sur laquelle on travaille d'arrache-pied pour le supprimer. On n'a pas réellement d'emballage à usage unique au sens qui va être interdit, qui est j'achète pour jeter, mais ça, c'est lié aux frais. Nous, on achète parce que c'est le suremballage primaire qui est nécessaire à la conservation du produit. Merci pour ce questionnement sur les approvisionnements qui fait totalement écho à ce que nous posons de notre côté, une société de restauration collective. Et la question des ressources halieutiques est majeure. Je suis tout à fait d'accord. Et ce, d'autant que il y a la question de quand est-ce qu'on pêche, de comment on pêche. Donc là, on voit qu'un pêcheur n'en vaut pas un autre. Par exemple, charger un filet, mettre trop de poissons dans un filet, ça abîme le poisson. Mais si le poisson est abîmé, il faut savoir que dans l'usine, derrière, il va être jeté. Donc, ça ne sert à rien. Pour nous, le pire du pire, c'est jeter du poisson. C'est avoir pêché du poisson qui ne va pas être mangé. Voilà. Et puis, le mode de pêche, évidemment, est très important. Voilà. Après, on sait malgré tout que
il faut être très transparent là-dessus, hein. La mer est polluée par du plastique. Le réchauffement climatique a un impact sur les flux, sur la manière dont le poisson migre, où il se nourrit, comment il se nourrit. Et je vais prendre un exemple qui est extrêmement polémique aujourd'hui, qui sont les marsouins et les dauphins. Il faut savoir aujourd'hui que dans vos poissonneries, je ne parle pas pour nous parce que c'est surtout pour les poissons blancs, beaucoup de poissons aujourd'hui sont soumis aux parasites. Il y a des parasites dans les poissons. Mais il n'y avait pas ces parasites avant. C'est lié au réchauffement climatique et au fait que ces parasites sont présents sur les gros poissons et notamment sur les dauphins et les marsouins. Et en fait, les dauphins et les marsouins n'étaient pas si près avant. Est-ce que c'est le réchauffement? Est-ce que c'est la pollution? En tout cas, moi, j'en sais rien. Mais ils sont près des côtes maintenant et avec eux, ils emmènent les parasites et qui contaminent les poissons blancs, en fait. Et donc, c'est un vrai problème. Parce qu'on ne va pas les traiter, les marsouins et les dauphins, contre les parasites. C'est juste pas, c'est ubuesque, c'est pas possible. Et donc, dans le temps, enfin, voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent et qui sont relatives à l'univers de la mer. Et c'est un vrai sujet pour nous aujourd'hui. On ne peut pas tout faire, nous, mais on peut agir en tout cas. Ah oui, alors, le marqueur, une question sur le marqueur territorial. Alors, ouais, alors, être une entreprise effectivement très fortement ancrée sur son territoire, moi, je le vois plutôt comme un atout, parce que du coup, localement, on est quand même reconnu, on a une légitimité, on a aussi une marque employeur. Là, je parle vraiment côté marque employeur qui fait écho, voilà, qui a son image, et qui est une image qui aujourd'hui est plutôt positive. Donc, je dirais que c'est un atout. Nous, on a beaucoup de mal à recruter sur des postes d'ouvriers, mais c'est comme tout le monde, comme dans la restauration aujourd'hui. Effectivement, là, le fait d'être à Quiberon est sans doute pas un atout, mais je vois aujourd'hui mes confrères qui sont dans l'industrie agroalimentaire, dans les terres en Bretagne ou le long de la 4 voies à Lorient, ils ont exactement les mêmes difficultés que nous. Et là, la difficulté, c'est que les gens ne veulent pas forcément faire ces métiers-là, même si nous, aujourd'hui, on a un atout, parce qu'on ne fait pas de 3-8, on ne travaille pas le week-end, mais quand même. En revanche, sur des postes, on va dire, de bureau, hein, de cadre ou d'agent de maîtrise, ou on va dire des postes qualifiés, pour l'instant, je vois, on n'a pas de difficulté à recruter parce que justement, la marque voilà, fait écho, on fait beaucoup de choses, on est innovant, donc elle est susceptible d'attirer des bons profils et ça, c'est bien. Et puis, bon, nous, on a toujours été très souple hein, sur le travail lui-même. Hein. Par exemple, mon directeur commercial, il est nantais. Et donc, de temps en temps, le lundi, en général, il est à Nantes. Le vendredi, en général, il est à Nantes. Le reste du temps, il est à Quiberon. Mais s'il faut être le lundi à Quiberon, il est à Quiberon. Puis s'il faut qu'il soit un mercredi à Nantes, il est à Nantes. C'est pas un problème. Il y a une souplesse dans le lieu de travail qui s'est accentuée avec le télétravail, hein, j'ai envie de dire. Mais on avait déjà cette souplesse. Moi, j'ai des collaborateurs. J'ai une collaboratrice, ça fait 15 ans qu'elle est à Billoise. Ça fait 15 ans qu'elle est 2 jours par semaine à Quiberon et les 3 autres jours à Nantes. Voilà. Mais il faut accepter, nous, cette idée qu'on peut finalement très bien travailler en n'étant pas 24 sur 24 à Quiberon. Et puis, voilà. Alors, il y a une autre question sur la modernisation de l'outil de travail et son impact sur les emplois aujourd'hui et demain. Bah oui, alors là, clairement. Alors, dans le retail, physiquement, à un moment donné, on a besoin d'un vendeur ou d'une vendeuse dans le magasin. Et nous, on appelle ça des vendeurs-vendeuses conseils. Et plus ça ira, plus on en aura besoin parce qu'on a besoin d'humains. Même si on se digitalise, si à un moment on va dans un magasin, c'est pour avoir ce contact humain. Et c'est très important. Donc là, il n'y a pas de modernisation, mais il y en a dans sa capacité à elle ou à lui à prendre en compte le client, à le reconnaître, à lui proposer des services. Et ça passe par la digitalisation, les services proposés, l'omnicanalité. Donc, c'est très important pour nous. Dans les bureaux, c'est pareil. Il y a, par exemple, on ne fait plus des RH comme avant. On ne recrute plus comme avant. Aujourd'hui, tout est en ligne, avec des portails de recrutement, etc., etc. Et on a un enjeu de digitaliser encore plus certaines activités, on va dire, répétitives et qui sont automatisables, par exemple autour de la gestion du personnel ou de la comptabilité. Il y a un vrai sujet autour de ça. Mais là où c'est vraiment, vraiment
prégnant, où ça va changer la manière de travailler physiquement, c'est dans l'usine, effectivement, et en logistique. Là, il y a un vrai enjeu de modernisation de l'outil de travail. Et là, on pourrait dire, ouais, mais les gens vont être hostiles. Ben, je ne crois pas, parce que ça ne va pas détruire leur travail, parce qu'on aura toujours besoin de gens, sauf qu'aujourd'hui, nous, on ne trouve plus des gens. C'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des métiers que les gens ne veulent plus faire. Et donc, on est obligé de mécaniser un certain nombre de tâches, parce que ces tâches-là, plus personne ne veut les faire, pour justement se consacrer sur des jobs à davantage de valeur ajoutée. La question qu'on pourra se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire de celles et ceux qui ne sont pas capables de faire ces tâches à valeur ajoutée et que la mécanisation va remplacer. Alors nous, on n'est pas à 100%, on est très manuel aujourd'hui, sur tout ce qui est filet de maquereau et sardines, c'est emboîté à la main, c'est étripé à la main, parce qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour faire un travail de qualité. Parce que la main peut choisir, la main vérifie que c'est bien étripé, c'est pas coupé comme ça, la main est délicate, la main trie, la main organise dans la boîte. Et ça, un robot, pour l'instant, il ne le fait pas. Mais si un jour il le faisait, si moi j'arrive pas à recruter, ce sera une bonne solution quand même. On ne peut pas se fermer à cette modernisation. Et ça aura un impact demain. Et je le souhaite le plus vite possible, parce que si nous aujourd'hui par exemple, au moment où je vous parle, on sait déjà que cette saison-ci, on ne va pas faire notre programme de fabrication, c'est-à-dire qu'on ne va pas répondre aux besoins commerciaux qui s'annoncent. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à recruter. C'est pas parce qu'il n'y a pas de sardines, c'est pas parce qu'on n'a pas un bel outil, notre outil il peut faire mieux, c'est parce que j'ai pas assez de gens. Donc c'est un peu dommage. Donc là, il y a un vrai enjeu. Un vrai enjeu. Compte tenu de ce que l'entreprise vient de vivre ces dernières années et de votre stratégie à 5 ans, pensez-vous que ce soit un avantage d'avoir un capital fermé ou familial? Alors jusqu'à présent, avoir un capital 100% familial est un atout. C'est un atout parce qu'on est autonome. On fait exactement ce que l'on veut. On n'a pas de compte à rendre. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de ne pas rendre des comptes. Moi, j'en rends des comptes à mes actionnaires. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de rapport, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de bilan, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'analyse et qu'on ne rend pas compte. Mais sans doute qu'il faudrait beaucoup plus rendre compte si on avait des actionnaires extérieurs, et parfois c'est beaucoup de contraintes. Mais jusqu'à présent, ça nous a laissé les mains libres. Et jusqu'à présent, compte tenu de la situation de l'entreprise, sa trésorerie, sa capacité d'endettement, on a de quoi voir venir pour assumer notre stratégie pour les 5 ans à venir. Aujourd'hui, la seule raison pour laquelle nous pourrions ouvrir le capital, ce serait éventuellement si on décidait d'ouvrir, pour des questions de motivation et d'engagement, une petite part aux salariés. C'est vrai que jusqu'à présent, on était 100% familial, mais peut-être un jour, ça peut être un champ des possibles, mais là, ce ne serait pas pour des raisons de développement, ce serait pour des raisons d'engagement. Et puis, si c'était judicieux d'intégrer un partenaire pour développer une activité dans laquelle nous, on ne serait pas experts, on n'aurait pas de compétences particulières, et là, ce serait vraiment pour coupler nos compétences. Et là, ça pourrait avoir du sens. Donc, je ne dis pas non ad vitam aeternam. Je dis juste que pour l'instant, on n'en a pas eu besoin et qu'il faudrait vraiment de très bonnes raisons pour qu'on le fasse. J'ai conscience que parfois, ça peut avoir un effet de levier, mais pour l'instant, on n'a pas eu besoin de cet effet de levier, et avec l'accompagnement, on va dire, traditionnel de nos banques, ça a été suffisant. Alors, sur le renouvellement de la stratégie d'entreprise avec un plan pour 2030, bon, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de notre stratégie. Ce que je peux dire, c'est qu'on a une mission et que tout part de là. Et cette mission, elle est issue de convictions que je crois vous avez peut-être perçues dans mon discours jusqu'à présent. Moi, je suis convaincue à titre personnel, mais je dirais que j'ai des preuves, c'est la manière dont j'ai éduqué mes enfants et nourri mes enfants tout au long de ces années. Je suis convaincue que l'alimentaire, ce qu'on mange, c'est essentiel dans notre manière de vivre en bonne santé. J'en suis convaincue, et je suis une ayatollah, parfois on va reprocher ça, mais voilà, de l'importance d'un équilibre alimentaire et dans l'éducation de nos enfants, et voilà, pour la santé. Je suis convaincue aussi
et de plus en plus, et ça se voit dans ce que j'achète, que ce que j'achète a un impact sur la planète. C'est-à-dire le choix que je fais dans mes achats, on parlait d'emballage unique, moi aujourd'hui j'ai beaucoup de difficultés, voire c'est impossible, à acheter quelque chose dans du plastique que je vais jeter aussitôt arrivé chez moi. Enfin, voilà, prendre du houmous, même si c'est très bon, dans une petite barquette en plastique, je me dis, je peux le faire moi-même, quoi. Donc, je suis convaincue que, en tout cas, nos décisions d'achat ont un impact considérable sur la planète. Décider d'acheter local, décider de ne pas acheter des plats cuisinés tout faits parce que le poulet a été acheté en Brésil alors qu'on fait des très bons poulets à côté de chez moi. Moi, je ne peux pas, c'est une conviction personnelle. Et puis, mais par contre, je suis convaincue tout autant de tout ça que c'est pas en flagellant les gens qu'on va arriver à ce que les gens consomment mieux. Et je pense que tout ça, on arrivera à mieux progressivement parce que personne n'est parfait. Et je ne dis pas que parfois ça n'arrive pas moi aussi d'acheter des trucs dans du plastique. C'est par le plaisir qu'on y arrivera. Si j'ai du plaisir à faire ça, c'est parce que finalement, je renonce pas au plaisir gustatif, je renonce pas à la facilité, je renonce pas à la convivialité. Alors, j'aurai d'autant plus envie de le faire. Et ça, c'est ma conviction. Et de cette conviction, tout naturellement découle une mission pour l'entreprise qui est permettre à chacun de vivre mieux et de vivre mieux en conciliant manger sain et plaisir. C'est-à-dire, et derrière manger sain, j'entends le manger sain au sens équilibré, bon pour soi, et le manger sain pour sa planète, pour l'environnement. Et donc, cette mission, vous voyez, elle ne dit pas conserve de poisson, elle ne dit pas poisson, elle ne dit pas conserve, elle dit vivre mieux par l'alimentaire, en mangeant bien pour soi, pour la planète et par le plaisir. Donc, une fois que j'ai dit ça, vous imaginez que notre plan 2030, eh bien, il peut être, j'ai ouvert le champ des possibles. Bien sûr, je vais pas, on va pas investiguer tout le spectre de l'alimentaire, mais ça veut dire que, par exemple, quand aujourd'hui je propose des produits à base d'algues, je ne fais pas du poisson, mais c'est légitime, ça va dans la mission. Si demain, on va pas faire ça, mais justement, je vais dire ce que je vais pas faire parce que ce sera un bon exemple. Si demain on faisait du poisson frais dans un étal de poissonnerie, eh bien, ça va dans la mission. Par contre, j'aurais peut-être un peu moins la notion de facilité, simplicité, parce que tout le monde ne sait pas cuisiner du poisson. Mais voilà, donc c'est autour de cet axe-là que pour 2030, on a des ambitions. Donc, à très court terme, quelques preuves, enfin à moyen terme, on va dire quelques preuves concrètes. Eh bien, déjà, on veut enrichir l'expérience client. Dans nos magasins actuellement ou sur notre site web, on veut que les gens vivent une expérience parce que c'est au travers de l'expérience qu'on a du plaisir et c'est au travers de l'expérience qu'on va apprendre à mieux faire, à mieux consommer. Donc ça, c'est déjà engagé. On essaye de faire évoluer nos concepts de distribution. J'en ai parlé tout à l'heure. On travaille sur un nouveau modèle de distribution également, proposer autre chose. Je parlais de l'engagement. On vise en tout cas je vois qu'il y a une question. Hein. Effectivement, aujourd'hui, on s'interroge sur veut-on aller vers un label, quelque chose autour de l'engagement RSE, société à mission, par exemple. On n'en est pas loin aujourd'hui, parce qu'on a des engagements qui sont formalisés, mais peut-être autre chose, peut-être Bicorp. Enfin voilà, on ne dit pas quoi, mais aujourd'hui, justement, on benchmark les labels pour savoir ce vers quoi on veut aller. Je parle aussi de qualité, de respect du client et de service rendu. Et donc, on veut viser d'avoir le prix de la relation client parce que ce serait la preuve qu'on sait soigner, respecter et satisfaire notre client qui demande quoi. Parce que le client, il veut être satisfait parce qu'il aura confiance, il aura la transparence qu'il demande, il aura les bons produits, il aura le bon service. Voilà, donc autour de ça aussi, pour 2030, il y a tout l'axe RH que j'ai évoqué. Nous, on souhaite vraiment continuer de travailler sur l'innovation continue dans l'entreprise, sur la qualité de vie au travail. Alors, pour le coup, on ne veut pas faire non plus de com pour faire de la com, mais des exemples concrets, par exemple, on souhaite faire des vie ma vie, faire accompagner le changement de carrière de certaines personnes. Et donc, on envisage, c'est un des tests qu'on veut faire, c'est de faire un échange avec d'autres entreprises. De dire, moi,
mon responsable maintenance, bah, il passe 6 mois dans ton entreprise et tu me donnes ton responsable maintenance. Parce que du coup, ils vont s'enrichir. Et quand ils reviendront, bah, ils auront appris vachement. Mais en même temps, on ne les perd pas. Donc ça, c'est de l'innovation managériale, par exemple. Donc on veut continuer, et c'est aussi de la qualité de vie, parce que quelque part, j'augmente l'employabilité de mon collaborateur. Je prends le risque qu'il veuille partir. Bon, bah voilà, c'est la vie aussi. Je ne pense pas que ce soit en gardant sous la couverture nos collaborateurs qui resteront en plus. Hein, je pense, enfin, même je pense pas. Voilà. Donc, bon, voilà des grandes lignes hein, sur la stratégie pour 2030. L'ouverture du capital aux salariés pourrait-elle être de nature de fédérer encore davantage les équipes? Est-ce une attente? C'est pas une attente exprimée aujourd'hui parce que, en fait, les gens savent que c'est une entreprise familiale, mais ils le savent tellement bien que c'est personnifié. C'est-à-dire que quand on fait une réunion avec les actionnaires, hein, mes 2 sœurs, mon frère, mon cousin, ma cousine, ils sont là, les gens les voient, ils savent qui c'est. C'est pas des gens un peu fictifs dans des mails, quoi. Non, non, c'est des vrais gens qu'ils ont vus dans les couloirs, qui leur posent parfois des questions, voilà. Donc finalement, pour l'instant, ils ne le demandent pas parce que pour eux, c'est acté que c'est familial et ils ne se sentent pas lésés dans l'histoire. Il y a une histoire forte, des valeurs fortes, on les respecte, enfin, je veux dire, on les implique, donc ce n'est pas une attente. En revanche, peut-être un jour, pour quelques personnes clés, mon codir, tout ça, enfin, c'est peut-être quelque chose qu'il ne faut pas évacuer pour un jour. Alors, c'est délicat parce que nous, on a un équilibre de majorité qui est assez ça se joue pas à grand-chose. Donc, l'idée aussi, c'est pas de perdre la majorité. Et si on perd la majorité, on perd aussi la capacité à pas être sur un siège éjectable, quoi. Donc, faut aussi faire attention parce qu'il y a l'engagement des équipes, mais il y a aussi la pérennité de l'entreprise. Ça passe par la gouvernance. Et aujourd'hui, la gouvernance est solide parce qu'il y a clairement une majorité qui est claire et donc, ça permet moins de tergiversation. Moi, je connais des entreprises où il n'y a pas de majorité et c'est des combats, pour obtenir une décision, c'est très long, il faut qu'il y ait un consensus tout le temps. Alors moi, je n'ai pas besoin de négocier parce que les gens, mes actionnaires me font confiance, mais si un jour il y avait débat, il n'y aurait pas débat, quoi, d'une certaine manière. Ce n'est pas ce que je souhaite, hein, mais voilà, parfois c'est compliqué de piloter une entreprise quand il y a, voilà, quand il y a un manque de majorité. Oui, êtes-vous impliqué dans des réseaux d'entrepreneurs engagés en matière de RSE? Non. Aujourd'hui, en matière de RSE, je suis engagée dans des réseaux d'entrepreneurs, oui, mais pas typé RSE. Bon, après, le problème, c'est que faut aussi choisir. C'est très mobilisateur de temps, mais ouais, aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors, B Corp, c'est américain, c'est vrai, mais c'est pas le même périmètre que Lucie. Lucie, aujourd'hui, ne correspond pas en termes de progression, de ce vers quoi on veut aller. C'est basé effectivement sur la norme ISO 26000, un audit. C'est moins… voilà, donc on a fait ce benchmark avec Lucie, avec aussi… comment le nom m'échappe. C'est la norme AFNOR. Enfin, c'est basé de AFNOR, mais c'est… Enfin bref, il y a un autre label. Mais j'ai pas dit qu'on allait choisir B Corp, mais aujourd'hui, en termes d'exigence, c'est quand même pas mal. Après, c'est américain, mais bon, on ne fait pas pour les Américains. Hein. Mais on fera peut-être pas. Peut-être qu'on se contentera, enfin entre guillemets, hein, de mettre en place un comité de mission et d'être société à mission. Il faut aussi faire les choses par étapes. Il se peut qu'on ait des premières étapes et puis peut-être dans 3 ans, une deuxième étape. Caroline, par rapport à ce métier de dirigeante, je sais que Oui. nous, ce qu'on voit à l'occasion, ce qu'on peut voir, c'est que les filières peuvent être un peu sexuées à l'ESCA ou dans les écoles, c'est-à-dire finance peut-être un peu plus masculin, du moins dans les dernières années, ressources humaines, économie sociale, marketing, un peu plus féminin. Qu'est-ce que vous diriez à ces étudiants et ces étudiantes qui peuvent nous écouter? Comment vient l'ambition? Vous, quand est-ce que vous avez senti cette envie? Vous avez parlé de désir de diriger. Comment vous avez senti ça? Et puis finalement aussi, comment vous mettez en œuvre tout ça là?
Quel type de dirigeante vous êtes? Alors, ouais, donc ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai qu'il y a des métiers qui sont sexués. On m'a posé la question il y a pas longtemps, est-ce que pour vous, quand vous étiez petite, est-ce que vous pensiez qu'il y avait des métiers pour un sexe, quoi? Et moi, je l'ai jamais ressenti. Je l'ai jamais ressenti dans mon éducation, mais sachant que je voulais pas aller à la Béloise, hein, mais même dans, je sais pas moi, pour faire, pompier ou j'en sais rien, j'ai jamais ressenti qu'il y avait un métier pour les hommes, un métier pour les femmes. Alors oui, par contre, je l'ai ressenti moi quand j'étais dans la boîte, dans laquelle je travaillais il y a quelques années. Je l'ai bien senti et donc ça a été très difficile. Moi, j'ai pas, forcément, vécu ça de façon neutre. C'était un monde très masculin et avec des clichés. Enfin, je vais pas raconter, mon histoire personnelle, mais des choses très difficiles à vivre. À la Béloise, je le ressens pas du tout. Heu, j Par exemple, moi, dans ma position de dirigeante, au sein de l'entreprise, quand je suis arrivée avec toutes les équipes qui étaient celles de mon père, hein, ça a jamais été un sujet. Heu, En fait, pour eux, j'étais je me rappelle, enfin moi, justement, je vais y venir. Par contre, c'est un sujet quand c'est pas moi et donc notamment, on a embauché, en 2010, notre directeur industriel et il faut savoir que ce métier-là est très masculin, mais très, très. Et mon père m'a dit: «Bah, c'est toi qui choisis parce que pour le coup, ça va être ton collaborateur pour le futur», sachant que cette personne est ensuite devenue de directeur industriel. Aujourd'hui, elle est directrice, enfin directeur des opérations, mais directrice parce que c'est une femme, avec les achats, le système d'information, la logistique. Enfin, c'est un métier extrêmement transverse. Elle a plus de la moitié des équipes de l'entreprise sous sa responsabilité. Et donc, c'est une femme que j'ai choisie. Il n'y avait qu'une femme, mais je ne l'ai pas choisie parce que c'était une femme. J'ai choisi parce que c'était celle avec laquelle je me voyais le mieux travailler, enfin, et apporter le maximum de compétences à l'entreprise. Et ça a été le cas. Mais quand elle est arrivée, les gens ont dit: «Mais attendez, mais c'est une femme?» Bah oui, mais c'est pas possible. On peut pas diriger, enfin, l'usine peut pas être dirigée par une femme. Qui disait ça? Des hommes et des Des femmes? hommes dans l'entreprise et enfin des gens dans l'usine. Et du coup, des chefs d'équipe, des gens comme ça. Et donc les gens ont dit: «Ouais, mais et Caroline, c'est une femme, hein?» «Oui, c'est pas pareil, c'est la fille de Bernard». Donc il y a quand même encore des trucs, un peu qui datent, hein. Donc nous, on est dans le contre-exemple parce qu'elle est une femme. Par contre, pour les autres postes, bah oui, notre DRH, c'est une femme, notre directrice marketing, c'est une femme. Bon, notre DAF, c'est une femme. Et notre directeur commercial, c'est un homme. Donc nous, par exemple, notre CODIR, c'est 6 personnes, 5 femmes. Et donc, quand il est arrivé, lui, qui est arrivé le dernier, ça n'a pas été facile pour lui au départ parce qu'on n'aurait jamais dit dans l'autre sens. On n'aurait jamais dit: «Ouais, mais il y a un CODIR, il y a une femme». On aurait dit: «Ouais, bon, il y a une femme, on peut mieux faire, mais c'est déjà bien, il y a une femme». Alors que nous, quand on dit: «Bah, on est 5 personnes dont un homme», on dit: «Ah ouais, ça fait pas beaucoup d'hommes, hein, vous pensez pas que ce serait quand même mieux s'il y avait». Sauf que moi, j'ai pas choisi des femmes ou des hommes. J'ai choisi des personnes, soit à l'extérieur, soit, certains sont montés et il s'avère que c'était ces personnes-là qui étaient compétentes. Moi, de mon point de vue, il y a pas de métier pour les hommes et pour les femmes. Et selon vous, Il il y y a en a pas et la seule chose qui compte, c'est la compétence métier, mais surtout la compétence, humaine. C'est-à-dire, est-ce que je suis, j'ai ce qu'on appelle maintenant les soft skills, mais est-ce que j'ai le comportement, qui correspond à l'entreprise et à mes équipes? Par exemple, notre directrice industrielle, c'est sûr qu'elle est très bien dans son métier. Elle a un côté, extrêmement, exigeant, strict, processé. Enfin, l'industrie, ça se pilote pas, à moitié, hein. C'est quand même quelque chose, on peut pas faire un moi, je peux pas vendre une conserve qui est de temps en temps pas très bonne, quoi. Ça, c'est pas possible. Ça doit être, voilà, c'est extrêmement exigeant. Donc c'est quelqu'un d'assez ferme, assez dur, assez voilà. C'est une très bonne manageuse par ailleurs, mais bon, c'est pas, la même personnalité que la directrice marketing et c'est normal, ils font pas le même métier. Donc c'est la personnalité qui compte et la compétence. Moi, je trouve pas qu'il y ait de métier pour les hommes, pour les femmes. Après, c'est à chacun de voir s'il est capable de s'organiser pour exercer ce métier. Parce qu'il y a des métiers qui sont plus exigeants, qui demandent plus de temps. Et encore que, aujourd'hui, on voit que dans l'équilibre vie pro, vie perso, moi, dans notre entreprise,
On avait avant des gens qui restaient tard et finalement, et aujourd'hui, quand je fais, là, c'est quand je vais, mais même pas là, mais à 18h30, si je vais voir un peu ce qui se passe dans les bureaux, très souvent, il n'y a quasiment plus personne, quoi. Cadre ou pas cadre, hein, manager ou pas manager. Les choses changent aussi, évoluent, donc ça devient plus compatible aussi avec tout type d'organisation familiale. Parce que, enfin, il y a tout type d'organisation familiale. Et donc, voilà, moi, je ne crois pas. Je crois que c'est une question de, voilà, de compétences, de compétences, y compris en termes de savoir-être, et puis de volonté. De volonté. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Mais bon, c'est bizarre parce que quand moi j'étais étudiante, il y avait plein de femmes dans la finance, par exemple. Et effectivement, aujourd'hui, c'est de plus en plus des hommes. Mais pourquoi? Enfin, je vois pas pourquoi les femmes seraient moins bonnes en finance. Enfin, il y a un prérequis que je comprends pas, en fait. Mais n'empêche que c'est la réalité qu'on constate aujourd'hui, hein, mais je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrière. Il n'y a pas de raison de se mettre de barrière. Finalement, pourquoi moi? Enfin, moi, j'avais un cousin qui était plus âgé que moi, qui a plus que 10 ans de plus que moi et qui aurait pu reprendre l'entreprise. Mais il ne l'a pas fait. Il ne voulait pas. Aujourd'hui, il est parfaitement heureux dans son choix. Bah, bien sûr, mais il n'aurait jamais pris la tête de l'entreprise, jamais. Et ma sœur, avec qui j'aurais pu prendre l'entreprise parce qu'elle était ingénieure agro et on aurait pu prendre toutes les deux. Elle a réfléchi pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, elle a dit non, mais moi, je veux pas faire ça. Je me sens pas capable, pas en termes de compétences, mais en termes de choix de vie familiale. C'est pas ce qu'elle voulait. Mais pas parce qu'elle était une femme, parce que c'était pas son choix de vie. Donc, moi, j'y crois pas. Je sais bien qu'il y a beaucoup de travail encore à faire pour combattre ces freins, mais qui n'ont pas de légitimité, quoi. Mais les freins sont aussi, par exemple, chez les uns et chez les autres, hein. Chez les hommes qui considèrent qu'il y a des métiers qui ne sont pas pour eux, et chez les femmes qui considèrent qu'il y a des métiers qui ne sont pas pour eux. C'est vrai chez les deux, hein. C'est vrai chez les deux. Qu'est-ce que vous pouvez attendre éventuellement d'une école de commerce en termes de formation? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous forme comme futurs diplômés et qui pourront postuler chez vous? Eh ben, des gens qui sont capables de travailler ensemble et de se remettre en cause tout le temps et d'apprendre toute leur vie. Voilà. Moi, ça me va. Moi, ça me va. C'est un challenge, hein. Ah. Non, mais Bon, honnêtement, si on sait apprendre toute sa vie, si on sait se remettre en cause, et si on sait travailler avec les autres, c'est énorme, hein. Tout le monde n'est pas capable de faire ça, hein. Voilà. bon. Eh bien, c'est vraiment passionnant, hein. Merci. Je vous le dis de manière sincère, je pense que les personnes qui ont assisté disent les mêmes choses. J'ai envie de vous dire à bientôt, hein. Oui, J'ai bah, envie de vous merci dire à beaucoup bientôt. pour m'avoir laissé bah, voilà, la parole. C'est voilà, toujours intéressant de pouvoir échanger et répondre aux questions et d'exprimer ce qu'on a, voilà, à dire. Bon, ben Merci beaucoup. c'est reçu 5 sur 5. Merci, merci à vous. Et sans mentir, je vais consommer un petit produit dès la fin de cet entretien. Je ne sais pas encore Bon, lequel. très bien. Merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup. tous. Merci à Merci à toutes et à tous. tous. Au Au plaisir. revoir. Bonne soirée.